Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur France 24. Et d'abord ce nouveau jour pour la Tunisie. Après 3 ans de révolution et de crise politique, elle célèbre ce vendredi l'adoption de sa nouvelle constitution. Un exemple pour les pays de la région, a affirmé le président français devant le Parlement tunisien. Les JO de Sotchi, nous y sommes. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans un peu moins de 3 heures maintenant. Plus cher, plus contesté, plus menacé par les terroristes que les éditions précédentes. On y revient dans ce journal. Et puis les musulmans fuient massivement Bangui. Un convoi de centaines de véhicules a quitté la capitale centrafricaine direction le Tchad. La force africaine a encadré cette fuite sans pouvoir l'empêcher. La fin d'un long chemin en Tunisie. Le pays célèbre ce vendredi la mise en œuvre de sa nouvelle constitution. 3 ans après la révolution, 3 ans de débats houleux, de négociations politiques. Le texte a été voté le 26 janvier dernier. Le président français est le seul chef d'État européen en exercice à avoir fait le déplacement à Tunis pour ces cérémonies. Il s'est exprimé tout à l'heure devant le Parlement tunisien. Il fait honneur, ce texte, à votre révolution. Et enfin, parce qu'il peut servir d'exemple et de référence à bien d'autres pays. Votre Constitution établit un régime républicain, démocratique. Et au moment du renversement de Ben Ali, il y avait eu des tensions entre Paris et Tunis, vous vous en souvenez. Notre correspondante Marine Casalis nous expliquait tout à l'heure que la brouille était désormais enterrée. Écoutez. On se souvient effectivement des propos de Michel Alliot-Marie qui avait vanté l'exemple tunisien en janvier 2011 quand elle parlait des forces de l'ordre. Le retard au démarrage de la France au moment de la révolution en Tunisie avait été très critiqué. Ici, on reprochait en fait à la France d'avoir soutenu le régime de Ben Ali trop longtemps, ou en tout cas d'avoir été trop complaisant trop longtemps. Les 2 visites de François Hollande début juillet et aujourd'hui semblent montrer que les liens entre les 2 pays ont été renoués. Le chef de l'État français est le seul chef d'État en exercice occidental à s'être rendu ici à Tunis, à participer à ces célébrations. La France a ainsi voulu montrer son soutien à la transition démocratique tunisienne. Le président français l'a d'ailleurs rappelé dans son discours. La France est aux côtés de la Tunisie, notamment en ce qui concerne les biens mal acquis. L'enveloppe de 500 millions d'euros qui avait été annoncée en juillet est disponible pour la Tunisie pour tous ses projets de développement. La relation entre les 2 pays semble désormais être revenue au beau fixe, notamment l'ambassadeur de France le rappelait il y a quelques jours, la France est le premier partenaire de la Tunisie dans tous les domaines. Le pouvoir syrien a confirmé qu'il participera bien au nouveau round de discussion à Genève à partir de lundi. À propos de ces pourparlers, il avait été question lors de la précédente rencontre le mois dernier d'évacuer les civils de la vieille ville de Homs, assiégée par l'armée loyaliste. Selon la télévision d'État syrienne, cette évacuation serait justement en cours ce vendredi. Les précisions en images d'Antoine Mariotti et Cédric Ferreira. Sur ces images, la télévision d'État syrienne affirme que l'évacuation des civils a déjà commencé. En arrière-plan, plusieurs bus qui seraient réservés à l'opération sont en position de stationnement. Selon le gouvernement, seules les femmes, les enfants, les blessés et les personnes âgées peuvent quitter Homs. J'ai pris note des communiqués du régime qui décrivent sa volonté d'évacuer les innocents. Mais jusqu'à présent, ce régime a décrit comme terroristes tous ceux qui vivent dans les territoires contrôlés par l'opposition et il les a attaqués. Nous avons donc des raisons d'être très sceptiques et inquiets pour tous ceux qui tomberaient dans les mains du régime. Moscou a annoncé qu'une trêve de 3 jours a été conclue pour permettre l'évacuation des civils et l'acheminement d'une aide humanitaire. Depuis plus de 600 jours, plusieurs milliers d'habitants sont assiégés dans le quartier de la vieille ville. L'opposition affirme que ces hommes et ces femmes sont obligés de tuer les rares animaux encore présents et de manger l'herbe pour pouvoir encore se nourrir. L'ONU et ses partenaires ont prépositionné de la nourriture et du matériel médical notamment autour de Homs pour être prêts à les distribuer dès que la sécurité de notre passage sera assurée. Les équipes sont également prêtes à intervenir rapidement. Sur le plan politique, le régime a annoncé sa participation à une 2e session de pourparlers de Genève 2. Les nouvelles négociations devraient débuter ce lundi. Lors de la dernière réunion avec l'opposition qui s'est achevée fin janvier, il n'y avait eu aucune avancée notable.
La crise en Centrafrique, Bangui est le théâtre ce matin d'une fuite massive de civils musulmans. Des centaines de véhicules ont quitté la capitale ce matin chargés de familles. Un convoi qui a pris la direction de l'exil vers le Tchad ou le Cameroun. Écoutez un représentant de l'ONG Human Rights Watch qui est à Bangui en ce moment. This certainly was the largest convoy which has left Bangui to date. C'est certainement le convoi le plus important qui a quitté Bangui à ce jour. Sans doute plus de 10 000 personnes et des centaines de camions. Ce convoi est venu du dernier grand bastion musulman de la ville. Cela montre qu'il n'y a plus de lieu où les musulmans dans Bangui sont en sécurité. Et probablement, les derniers musulmans quitteront la cité dans les jours qui viennent. Peter Boucarte qui répondait aux questions de nos envoyés spéciaux Sylvain Rousseau et Catherine Norris-Trent. Le Premier ministre malien est à Paris. Il s'est entretenu avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Un peu plus d'un an après le début de l'intervention française dans le pays, Paris maintient 2500 soldats sur place en attente d'une stabilisation du nord du Mali. À ce propos, écoutez le Premier ministre malien. La situation sécuritaire reste fragile dans le nord, mais les perspectives sont chaque jour davantage meilleures. Même s'il peut y avoir des ruptures dans la sécurité, comme il y en a eu hier. Nous sommes en train de recueillir de l'information sur un drame qui a eu lieu du côté de Djebok, mais au-delà de cela, il y a quand même une reprise qui est manifeste, qu'il s'agisse de l'économie, du redéploiement de l'administration. Et le drame auquel faisait référence le gouvernement malien, c'est le fait qu'une centaine de Touaregs ont été tués hier lors d'une opération punitive à Gao. Selon des responsables locaux, ce seraient des hommes armés de la communauté Peul qui auraient lancé l'attaque pour venger l'enlèvement d'un des leurs. Nous sommes à 3 heures, incident diplomatique avant cela entre les États-Unis et l'Europe. Une conversation téléphonique de Victoria Nuland, l'une des plus hautes responsables de la diplomatie américaine, a été divulguée sur Internet. Problème, le contenu de la conversation était très peu diplomate à l'égard de l'Union européenne. Victoria Nuland, actuellement en Ukraine, n'a pas commenté, mais les États-Unis se sont depuis excusés. Les explications de Florence Gaillard. C'est l'une des plus hautes diplomates du département d'État américain pour l'Europe. Elle est en visite à Kiev pour chercher une solution à la crise politique qui déchire le pays. Et l'une de ses conversations téléphoniques vient d'être mise en ligne à son insu. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. When I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. Plutôt gênant pour le département d'État qui a dû présenter ses excuses publiquement. Les Américains mettent en cause les autorités russes qui ont fait beaucoup de publicité à cette affaire. Nous pensons que c'est un nouveau coup bas de la part des Russes, qui ont publié et posté ce lien. Je n'ai pas de détails sur l'origine de cette vidéo YouTube. Mais oui, elle est assez récente, et ils l'ont postée et publiée activement. Ils l'ont même tweetée. En plus de la grossièreté, la conversation tourne autour d'un prochain gouvernement qui inclut ou pas des membres de l'opposition. Elle prouve que les États-Unis sont à la manœuvre pour peser sur la transition politique en Ukraine. Depuis plus de 2 mois, le pays est secoué par un bras de fer entre les manifestants qui occupent le centre de Kiev et le président ukrainien, Viktor Yanukovych. Nous sommes à 3 heures de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Sotchi. À la fin de 7 ans de travaux, un chantier pharaonique qui a coûté 37 milliards d'euros. Xenia Bolchakova est notre correspondante en Russie et notre envoyée spéciale à Sotchi. Ces 22e Jeux Olympiques d'hiver doivent être une grande fête pour les habitants de Sotchi. C'est le souhait exprimé par le comité organisateur et les autorités de cette cité balnéaire qui, du coup, un petit peu partout en ville, ont installé des écrans géants comme celui que vous pouvez voir juste derrière moi. Des écrans qui retransmettent en direct les compétitions. Mais c'est aussi ici que les habitants pourront suivre en direct la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qu'on nous annonce tout simplement époustouflante. Il y aura des danseurs, des chanteurs, les athlètes évidemment, la flamme olympique allumée dans sa vasque, des feux d'artifice, tout cela doit être spectaculaire et Vladimir Poutine souhaite par ce show grandiose redorer le blason de la Russie, montrer au monde entier que le pays est capable d'organiser de tels événements. Près de 40 dirigeants étrangers seront présents à ses côtés pour assister à cette cérémonie, le président chinois ou encore le premier ministre turc, mais il y aura aussi les grands absents, en tête Barack Obama, le président
américains et d'autres leaders occidentaux comme David Cameron ou le président français François Hollande. Il ne s'agit pas de boycott officiellement, mais ces dirigeants manifestent là leur désaccord avec la situation des droits de l'homme en Russie ou encore les discriminations faites à la communauté LGBT notamment. Ces désaccords, eh bien, les autorités russes, elles vont essayer de les estomper, de les oublier pour ce soir, de voir une fête véritablement magique et de lancer enfin les 2 semaines de compétition qui sont très attendues ici à Sotchi. Et puis durant ces Jeux, un patineur japonais devait concourir sur une musique du compositeur Mamoru Samuragoshi, un musicien japonais qui était surnommé le nouveau Beethoven en raison de sa surdité. Mais il disposait en réalité d'un nègre pour rédiger ses morceaux, un nègre qui en a eu assez et qui a révélé la supercherie. Julien Sauvaget. Avec ses lunettes noires et ses cheveux mi-longs, Mamoru Samuragoshi était une star au Japon. Sa symphonie numéro 1, Hiroshima, avait été quasiment élevée au rang d'hymne national au pays du soleil levant. Mais Mamoru Samuragoshi n'était ni compositeur, ni même sourd. La supercherie aura duré plus de 18 ans. Selon sa propre légende, il avait perdu l'ouïe à 35 ans, d'où son surnom de Beethoven contemporain. Le patineur japonais Daisuke Takahashi, pressenti pour une médaille au JO de Sotchi, avait logiquement choisi l'une de ses œuvres pour sa chorégraphie. Et c'est en apprenant cette décision que le vrai compositeur a craqué. Quand j'ai appris que le patineur Daisuke Takahashi utiliserait la musique que j'avais composée, Sonatine pour violon, pour son programme court aux Jeux de Sotchi, j'ai pensé que si je le laissais faire sans rien dire, alors qu'il allait représenter le Japon aux Jeux Olympiques, il allait faire partie de mon mensonge. Takashi Nigaki, professeur de musique à mi-temps, n'aura gagné que 50 000 € en 20 ans, une misère au vu du succès de sa musique. J'écrivais une partition et les enregistrais au piano. Samuragoshi les écoutait et sélectionnait certains passages. Ensuite, je composais à partir de cette sélection pour en faire des symphonies. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il était sourd. Depuis ces révélations, Samuragoshi reste muet. Mais il a fait savoir mercredi dans un communiqué lu par son avocat qu'il était profondément désolé d'avoir trahi ses fans et déçu les autres. La tempête Kumeira a balayé la nuit dernière le nord-ouest de la France. Des vents violents qui ont coupé des lignes électriques, des inondations encore dans cette région qui en connaît beaucoup depuis 2 mois. Le récit de ces dernières heures dans la ville de Quimperlé avec ce reportage de France 3. La femme qui sort par la fenêtre était bloquée chez elle depuis hier soir. Son logement cerné par les eaux. En quelques minutes, les pompiers la ramènent sur la terre ferme. Des interventions comme celle-ci, il y en a eu d'autres ce matin. Là, on a fait 4 évacuations sur le quai Briseux. Il y a des gens, des petites dames qui restent toujours à leur domicile et on ne peut pas les, de force, on ne peut pas les mettre dans les bateaux. Donc, mais bon, on prend les identités, on prend tout ce qu'il faut. Ce matin, plus aucune trace du quai. Il est totalement submergé sur plusieurs mètres. Aux abords de la rivière, des dizaines de maisons inondées. Cette mère de famille, par exemple, a plus d'1 mètre d'eau dans sa cave. Tout ce qui était rangé sur les étagères tombe au fur et à mesure. Bon, en fait, ça dure depuis quelques semaines quand même. Donc ce serait bien si ça s'arrêtait un petit peu. Quelques mètres plus loin, ces salariés sont embêtés. Impossible d'accéder à leur bureau à moins de franchir cette barrière d'eau. Ironie du sort, ce sont des assureurs. C'est embêtant parce que du coup, on a aussi des dossiers à gérer, d'autres personnes qui sont sinistrées et qu'on ne peut pas traiter les dossiers. C'est vers 22 h hier que la Leïta a commencé à déborder. Très vite, l'eau grignote le quai, attirant les curieux. On a envie de regarder, on a loupé plusieurs fois, donc on avait envie de voir un petit peu. Et les plus inquiets. C'est une catastrophe. C'est de pire en pire, quoi. Ça fait depuis le 24 décembre qu'on voit ça, et puis voilà, quoi. Pour les sinistrés, il va falloir patienter car l'eau va mettre du temps à s'évacuer. Puis viendra l'heure du nettoyage. Il est 3h moins le quart à Paris. Tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Un nouveau jour pour la Tunisie. Après 3